Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur le monde de l'actualité, votre fenêtre sur les grandes actualités qui ont émaillé la scène, que ce soit égyptienne, régionale et internationale. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une question très importante en ce qui concerne quels sont les grands caractères de notre diplomatie, que ce soit au niveau régional ou au niveau international, une diplomatie dynamique, diversifiée, équilibrée, une diplomatie quand même économique, une diplomatie qui a des caractères très importants, acteur international, médiateur influent au niveau régional, et également une diplomatie qui essaye toujours d'appliquer le droit international et qui essaie toujours d'avoir ce qu'on appelle une patience stratégique. Donc pour beaucoup d'explications en ce qui concerne les différentes dimensions de notre politique extérieure adoptée par l'Égypte dans la période passée, nous avons l'honneur, nous avons quand même le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui au studio de Nantes International l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci pour m'avoir invité. Merci beaucoup pour votre présence. Et très rapidement, nous allons commencer cette édition donc par les nouvelles concernant les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que M. le Président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui le chef du gouvernement du Kurdistan irakien, Masrour Barzani, actuellement en visite en Égypte. Le président confirmait le soutien indéfectible de l'Égypte à l'Irak et à son unité et quand même à son intégrité territoriale. Donc pour commencer notre commentaire en ce qui concerne la diplomatie égyptienne, la politique extérieure de l'Égypte vis-à-vis des autres pays au niveau régional ou quand même au niveau international, et comment vous avez vu les différents messages lancés par M. le Président Abdel Fattah al-Sisi en ce qui concerne l'Irak, la stabilité de l'Irak et l'intégrité territoriale de l'Irak? Bon, au début, si on parle de politique étrangère, j'attire votre attention à le livre blanc qui a sorti la semaine passée par le ministère des Affaires étrangères. Et c'est une tradition qui a été copée quelques années, mais qui est revenue avec force cette fois-ci. Et il explique la politique étrangère de l'Égypte durant les 10 dernières années. La théorie principale est que la diplomatie égyptienne ou la politique étrangère égyptienne est fondée sur 3 piliers principaux: la paix, la sécurité et le développement durable. Ceci n'est pas nouveau d'ailleurs, parce que je me rappelle quand j'ai joint le ministère des Affaires étrangères en 1985, il y a une quarantaine d'années. Ouais. Il y avait aussi, ce sont les mêmes piliers et ce sont des piliers théoriquement très logiques et qui sont une base solide pour n'importe quelle politique étrangère. Mais l'application, c'est là où on fait la différence, surtout que la diplomatie égyptienne a une tradition assez ancienne et professionnelle aussi, car si vous le constatez bien, la plupart des ministres, sinon pas tous, à part quelques exceptions très limitées, viennent du service de la diplomatie égyptienne, viennent d'anciens diplomates qui ont une tradition et ont appris un certain niveau minimum de professionnalisme. Bien sûr, le charisme, le niveau d'activité diffère, mais la compétence, il y a au moins un minimum de compétences, et qui est comparé même à la diplomatie d'autres pays en développement et développés même. Ouais. Parce que la plupart des autres pays, ils comptent sur des nominations politiques. Alors là, l'expérience diffère et fait la distinction de la diplomatie égyptienne. Ouais. En ce qui concerne bien sûr l'Irak, comme vous venez de me demander, une partie intégrale de la théorie de la paix, la sécurité et le développement durable et le respect de la volonté des peuples, la non-ingérence et bien sûr
le respect et l'appui à l'intégration territoriale, l'unité territoriale, l'intégrité des gouvernements, le respect des institutions officielles, contre bien sûr les organisations non gouvernementales, les milices et bien sûr tous ces portes qui ouvrent au chaos et à l'instabilité. Oui. En fait, on va bien sûr parler un peu plus de ces différentes dimensions de notre diplomatie et de notre politique adoptée par l'Égypte à l'extérieur. Mais justement, j'ai 2 points. Après cette nouvelle, 2 points, la diplomatie présidentielle et la diplomatie économique. À cet égard, on trouve par exemple que le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Moussa Madboul, le ministre des Finances Ahmad Kojok et le gouverneur de la Banque centrale Hassan Abdallah pour suivre les mécanismes du renforcement de la stabilité financière et monétaire. La réunion a porté sur les efforts déployés pour assurer les financements nécessaires au secteur clé afin de garantir la disponibilité des ressources pour le marché local, de soutenir le climat des affaires et de répondre aux besoins de production et de fonctionnement. Le président Sisi a souligné la nécessité de coordonner, quand même de coordination continue entre le gouvernement et la Banque centrale pour répondre aux priorités de la prochaine période. Il a également mis l'accent sur l'importance de poursuivre les efforts pour assurer les fonds nécessaires visant à soutenir l'activité économique et aboutir à la stabilité financière. Donc, encore une fois, à cet égard, j'aimerais noter ces 2 points. Durant les presque dernières 10 ans, il y avait une activation de ce qu'on appelle la diplomatie présidentielle et la diplomatie économique. Nous ne pouvons pas seulement nous arrêter devant de bonnes relations politiquement parlant sans avoir une sorte de réflexion de ces relations, de ces bonnes relations sur les chiffres. Donc, comment vous trouvez ces 2 points? L'Égypte essaie de l'augmenter durant les dernières années. Bon, premièrement, il faut savoir bien sûr que la politique étrangère est décidée par le niveau politique. Le niveau politique en Égypte, c'est bien sûr le président de la République, plutôt que le ministre des Affaires étrangères. Le ministère, pas le ministre, le ministère, on présente des recommandations sur la politique étrangère et on met en œuvre les décisions du niveau politique. Comme je disais tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères vient du service diplomatique, il est un haut fonctionnaire, mais dès qu'il est nominé comme ministre des Affaires étrangères, il prend le thème politique. Mais la décision finale, bien sûr, revient au président. Pendant les années de Moubarak, au début, ça allait bien, mais vers la fin du gouvernement du président, de feu président Moubarak, il ne participait pas assez aux événements internationaux, ni aux Nations Unies, ni au sommet africain. Ouais. Cela fait une différence. Maintenant, comme vous parlez de la diplomatie présidentielle, la participation, surtout au sommet africain et aux Nations Unies, même à l'Assemblée générale, et aux autres sommets, comme par exemple le sommet du climat qui est assez important, donne un poids additionnel à la diplomatie, comme la personne qui prend la décision est présente dans ces événements. Alors là, c'est important. Donc la diplomatie présidentielle renforce de plus en plus les relations. Absolument. Parce que la personne qui prend la décision, quand elle participe, elle doit savoir comment discuter, comment défendre ses décisions et comment résister à la volonté des autres qui n'est pas tout à fait similaire à la décision du pays, aux intérêts du pays. Ouais. Par exemple aussi, pour donner un exemple que pas beaucoup de personnes le connaissent, cette année-ci, quand il y avait la pression américaine par le président Trump à propos de la déportation de nos frères palestiniens qui vivent à Gaza vers le Sinaï, quand il a embarrassé le roi de la Jordanie dans leur entretien, il y avait une visite prévue, théoriquement, du président de la République à Washington. Mais
le ministre des Affaires étrangères, qui est un diplomate assez assaisonné, c'est lui qui est allé à Washington pour voir le climat, pour sentir l'environnement et voir si ça valait la peine d'effectuer la visite présidentielle ou non. Et apparemment, la visite n'a pas tenu lieu. Et je crois que cela revient à l'expérience du ministre des Affaires étrangères lors d'une crise à peu près similaire, quand le président Bush, le fils, avait présenté des garanties pour Israël après avoir reçu Moubarak à Camp David. Et ce qui était un embarrassement, bien sûr, à Moubarak en 2004. Exactement. Et là, le ministre Abdel Ati était conseiller au premier secrétaire à l'ambassade d'Égypte à Washington. Et il a bien appris la leçon. Et je crois que c'était un très bon pas qu'il a fait cette visite avant pour prévenir une crise qui n'avait pas de raison entre l'Égypte et les États-Unis. Et je crois même la relation s'est renforcée après et ils nous ont bien écoutés. Et bien sûr, il n'y a pas eu de déportation jusqu'à maintenant. Nous avons poussé notre plan pour la reconstruction de Gaza, qui a été adopté d'ailleurs par le sommet arabe islamique, parlant de diplomatie présidentielle, de réunion de sommet qui s'est tenue au Caire en mars. Et les choses, bien sûr, se sont avancées. Donc cette diplomatie de l'Égypte est caractérisée par une chose très importante, respect mutuel. Bien sûr. Également, cette diplomatie garde bien les intérêts de l'Égypte et les intérêts de nos voisins. Bien sûr. Face à n'importe qui et dans toutes les conditions. Bien sûr. Mais aussi, c'est une diplomatie qui essaie toujours de dire qu'on ne peut jamais renoncer à nos droits, que ce soit en ce qui concerne les droits de l'Égypte historiquement dans l'eau du Nil, ou quand même en ce qui concerne les frontières musulmanes. Jamais on ne peut pas renoncer à de tels droits. Bien sûr, ça c'est important. Et aussi, il y a des points qui ne peuvent pas être changés. Et il y a de la flexibilité dans d'autres points. Et c'est là l'agilité de la diplomatie qui sait définir les constantes rigides des intérêts du pays et les autres positions qui peuvent être flexibles quand possible et si possible pour avancer les relations mutuelles avec d'autres pays et surtout les puissances mondiales, bien sûr, comme les États-Unis, la Chine, la Russie et même avec nos partenaires régionaux, que ce soit au monde arabe ou en Afrique. Diplomatie caractérisée par comment nous pouvons traduire les bonnes relations politiques en tant que des chiffres, en tant que des projets de développement et de partenariat, de coopération au lieu de conflits avec les autres pays. Donc à cet égard, on trouve que en marge du forum Russie-Afrique, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, s'est réuni avec son homologue du Malawi, M. Georges Chaponda. Au cours de cette réunion, Abdel Ati a souligné l'attachement de l'Égypte à renforcer la coopération avec le nouveau gouvernement de Malawi pour mettre en place les plans et les projets de son processus de développement. Abdel Ati a également souligné l'importance de tenir le round des consultations politiques entre deux pays le plus vite possible afin de préparer la tenue de hauts comités conjoints. Donc, si on va parler encore une fois de cette diplomatie économique, nous essayons toujours de faire, donc quand même de lever le niveau de relation avec les différents pays du monde, que ce soit africains ou asiatiques ou quand même européens, au niveau de partenariat stratégique. C'était une chose qui a été répétée durant 2025. Comment vous avez vu ça? Bon, merci pour me rappeler de votre deuxième question précédente à propos du niveau économique de la diplomatie égyptienne, parce que bien sûr, il faut avouer que l'Égypte est infligée par une crise économique chronique. Ceci dit, la diplomatie
essaye de participer à la résolution de cette crise. Et bien sûr, le titre principal, c'est la recherche d'investissement. Cette année-ci, bien sûr, il y a eu la mise en œuvre du partenariat stratégique avec l'Union européenne, qui avait été entamé l'année passée. Il y a eu aussi un grand accord avec le Qatar pour investir dans, comment dirais-je, une partie de la région du Nord, sur la Méditerranée. Ouais. Ils ont investi là-bas, Ouais. comme d'ailleurs l'année passée, les Émirats arabes unis avaient eu un accord similaire avec l'Égypte. Tout cela pour injecter des investissements dans l'économie égyptienne. Vous parliez tout à l'heure de la stabilisation financière de la Banque centrale, bien sûr du niveau de change d'échange de la livre contre les différentes... pour doper les exportations égyptiennes vers les autres pays africains. Bien sûr, ça c'est une partie, la recherche d'investissement, ça ce n'est pas les pays africains. Mais d'autre part, il y a l'Égypte qui présente son expérience et son assistance, que ce soit économique ou technique, aux pays africains. Et comme vous le savez, je suis sûr, il y a un fonds spécial dans le ministère des Affaires étrangères pour l'assistance au développement, aux pays en voie de développement, mais surtout en Afrique. Le fonds de l'assistance pour l'Afrique. Alors il y a deux volets. La recherche d'investissement et partager l'expérience et même les ressources égyptiennes avec nos frères en Afrique et au monde arabe qui en ont besoin. Partenaire fiable, c'est l'Égypte. Médiateur influent, c'est l'Égypte. Acteur très efficace au niveau international, c'est l'Égypte. On va parler de ces trois sujets, mais justement après ce reportage qui va jeter plus de lumière sur les différentes dimensions de notre diplomatie, de notre politique étrangère adoptée par l'Égypte, notamment pendant 2025. Tout au long de l'année 2025, l'Égypte a intensifié son action diplomatique sur plusieurs fronts, adoptant une approche pragmatique visant à défendre ses intérêts nationaux, tout en contribuant à la stabilité régionale et internationale. Cette diplomatie active s'est traduite par une multiplication des visites officielles de haut niveau, des consultations politiques approfondies et une participation soutenue aux grands forums internationaux. Sur le plan régional, le Caire a poursuivi son rôle central dans la gestion des crises au Moyen-Orient et sur le continent africain. L'Égypte a joué un rôle clé dans les efforts visant à contenir les tensions, à soutenir les processus de cessez-le-feu et à encourager les solutions politiques durables aux conflits. Son engagement constant en faveur du dialogue et de la médiation a renforcé son image de partenaire responsable, capable de dialoguer avec l'ensemble des acteurs régionaux. Parallèlement, l'Égypte a consolidé ses relations avec les pays africains, notamment à travers un renforcement de la coopération sud-sud, le soutien aux projets de développement et une coordination accrue au sein des organisations régionales. Cette orientation africaine s'inscrit dans une vision stratégique visant à promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement durable sur le continent. Au niveau international, l'année 2025 a été marquée par une présence égyptienne accrue dans les sommets multilatéraux et les enceintes internationales. L'Égypte y a défendu une approche fondée sur le respect du droit international, la non-ingérence et la coopération multilatérale, tout en appelant à une réponse collective face aux défis mondiaux tels que les crises sécuritaires, les changements climatiques et les pressions économiques internationales. Sur le plan économique, la diplomatie égyptienne a accordé une attention particulière au renforcement des partenariats stratégiques et à l'attraction des investissements étrangers. Les échanges avec les partenaires européens, asiatiques et arabes ont permis d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, du transport, de l'industrie et des technologies modernes, contribuant ainsi aux efforts de développement national. Cette politique étrangère équilibrée a également permis à l'Égypte de préserver une marge d'autonomie stratégique
en diversifiant ses partenariats et en évitant des logiques de bloc, tout en maintenant des relations constructives avec les grandes puissances internationales. Ainsi, à travers des mouvements extérieurs actifs et une vision diplomatique claire, l'année 2025 a confirmé la capacité de l'Égypte à jouer un rôle pivot sur les scènes régionales et internationales en s'imposant comme un acteur de stabilité, un médiateur influent et un partenaire fiable dans un contexte international marqué par de profondes mutuations. Donc, par expérience, pourquoi l'Égypte a pu être, malgré ce contexte mondial très dangereux, l'Égypte a présenté elle-même pendant 2025 en tant qu'un médiateur influent, partenaire fiable, mais également acteur de stabilité? Bien sûr, il y a beaucoup de facteurs, mais les deux principaux facteurs, un, je l'ai déjà mentionné, l'expérience de la diplomatie égyptienne. Deux, bien sûr, la position géostratégique de l'Égypte, la location de l'Égypte comme au nord-est de l'Afrique, à l'ouest de l'Asie, au sud de la Méditerranée. C'est un portail pour l'Afrique, pour le monde arabe et pour la Méditerranée. Par exemple, l'Égypte joue un rôle très important dans la prévention de la migration clandestine de l'Afrique vers l'Europe. Ouais. Et ceci donne un poids additionnel au rôle de l'Égypte vis-à-vis l'Union européenne. Et ceci est traduit en investissement, coopération et beaucoup d'autres choses. Bien sûr, le dossier du conflit israélo-arabe, maintenant la guerre en Gaza, bien sûr, l'Égypte est un partenaire indispensable dans la médiation parce que l'Égypte partage des frontières directes avec Gaza. Bien sûr, il y a un aspect très négatif, l'occupation par Israël du corridor de Philadelphie qui maintenant sépare l'Égypte de Gaza. Avant, il unisait l'Égypte et la Palestine. Ça, il affecte le rôle de l'Égypte, mais néanmoins, l'Égypte suit la médiation et elle a sa parole qui est bien entendue. L'équilibre... Il suit quand même ce qu'on appelle la patience stratégique. Bon, regardez, la question de patience stratégique, moi je n'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il peut être mal interprété comme ne pas être assez actif. Mais l'équilibre dans les relations, ça c'est important. Vous avez mentionné tout à l'heure le sommet Russie-Afrique qui a tenu lieu en Égypte, enfin plutôt la réunion ministérielle, le sommet aura lieu en Égypte aussi l'année prochaine. C'est la première fois qu'il a lieu en dehors de la Russie. Ça, c'est primo. Mais rappelez-vous que pendant qu'il y avait la réunion ministérielle avec le ministre des Affaires étrangères, parlant avec son homologue russe et avec ses homologues africains au Caire, il y avait aux États-Unis, à Miami, des hauts responsables égyptiens qui participaient aux négociations en ce qui concerne la médiation de Gaza, comment mettre en œuvre le cessez-le-feu, parce que réellement, sur le terrain, il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Israël continue à abattre nos frères palestiniens quotidiennement. Permettez-moi de dire une chose très importante qui a caractérisé quand même cette politique égyptienne. L'Égypte essaie toujours d'être une partie de la solution et non pas une partie des problèmes. Bien sûr. L'Égypte, si elle a refusé un plan de déplacer les Palestiniens hors de leur territoire sous prétexte de reconstruction, elle a présenté une autre alternative. C'est comment nous pouvons arriver à avoir cette reconstruction de la bande de Gaza alors que les Palestiniens se trouvent toujours sur leur terre. Exactement, et c'est pour ça même si on veut faire le bilan de la diplomatie égyptienne ou de la politique étrangère égyptienne pendant cette année-ci, en 2025, peut-être si on suit deux dossiers importants, la guerre génocidaire qu'Israël mène contre Gaza et aussi
le problème des capacités nucléaires d'Iran. Si on suit le rôle de l'Égypte, disons, commençant par Gaza au niveau politique, peut-être on reviendra au niveau économique après, mais sur Gaza, l'Égypte a participé à l'instauration du cessez-le-feu de janvier, juste avant que le président Trump n'assume le pouvoir aux États-Unis, le 19 janvier. L'Égypte a résisté les idées fantaisistes du président des États-Unis en ce qui concerne construire des hôtels et une riviera à Gaza. Bien, il peut la construire en Israël, il peut la construire aux États-Unis, mais à Gaza, c'est un peu en déportant aussi ses habitants. Refuse donc une mise américaine. Absolument. Et de déplacer les patients hors de... Mais aussi, si vous me donnez l'opportunité pour être objectif, ça c'est les prospectifs et les capacités de la diplomatie égyptienne. Mais bien sûr, la diplomatie égyptienne ne joue pas toute seule dans le terrain. Et aussi, il y a bien sûr les autres partenaires régionaux, les autres adversaires et les autres puissances mondiales. Mais permettez-moi de dire une chose très importante, c'est que l'Égypte se trouve toujours en tant qu'un acteur international contre toute injustice historique, que ce soit au niveau palestinien et au niveau arabe, que ce soit au niveau africain, parce que l'Égypte essaie toujours de dire qu'il y a une injustice historique qu'a subie l'Afrique au passé. Et actuellement, les Africains aspirent à avoir un membre ou un siège en tant qu'un membre permanent au sein du Conseil de sécurité. C'est ça l'injustice au niveau international et que nous devons quand même réformer cet ordre international. Merci pour ce point très important. En effet, la position africaine qui a été acceptée et adoptée au sommet des Élouines il y a peut-être plus que 20 ans, elle consiste à demander 2 sièges permanents au Conseil de sécurité avec tous les droits des sièges permanents avec le veto. Parce qu'il y avait d'autres pays qui aspiraient à des sièges permanents comme le Japon, l'Allemagne, par force de leur contribution économique et financière aux Nations Unies, et l'Inde et le Brésil, par force de leur poids international, régional, et aussi par la force du nombre de leurs habitants, en parlant de l'Inde, qui étaient prêts à avoir un siège permanent sans le droit de refus ou le droit de veto. Mais la position africaine assez forte les a obligés à demander le siège avec les droits, avec la justice. Pourtant, si je vous donner une trentaine de secondes en ce qui sort, parce que ça c'est ma spécialité, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à mon avis, bien sûr, ça c'est l'idéal. Mais si on parle de la réalité, je ne crois pas que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, malgré ce qu'ils disent, parce qu'il y a 2-3 membres qui acceptent l'élargissement des sièges permanents, mais ils ne vont jamais accepter qu'il y ait d'autres pays permanents dans le Conseil de sécurité qui vont leur faire la compétition et surtout pas le droit de veto. Et objectivement, je crois que peut-être il y a des compromis en ce qui concerne des sièges semi-permanents, des sièges, la possibilité d'élection continue des sièges, c'est ça qui peut être objectif. Mais à part ça, je crois que c'est un peu difficile à réaliser. Mais bien sûr, il faut bien tenir la position et stabiliser la position africaine qui est assez forte jusqu'à maintenant. Nous devons toujours faire attention aux choses très importantes. L'Égypte refuse toujours le fait accompli sur le terrain dans plusieurs dossiers, dans plusieurs questions. Comment, c'est ce qu'on va savoir, mais justement après ce reportage.
Tout au long de l'année 2025, l'Égypte a intensifié ses efforts diplomatiques afin de préserver les accords de cessez-le-feu, de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire et de maintenir un dialogue constant avec les différentes parties. L'approche égyptienne repose sur la priorité accordée à la protection des civils, au refus de toute escalade militaire et à la relance d'un processus politique crédible fondé sur la solution des deux États et le respect du droit international. Parallèlement, l'Égypte a accordé une attention particulière à la situation au Soudan, confrontée à une crise humanitaire et sécuritaire majeure. Le Caire a multiplié les initiatives diplomatiques en faveur d'un cessez-le-feu durable et d'un règlement politique inclusif, tout en soutenant les efforts régionaux et internationaux visant à préserver l'unité et les institutions de l'État soudanais. L'Égypte a également joué un rôle actif dans la coordination de l'aide humanitaire et l'accueil des populations affectées par le conflit, soulignant l'importance de la stabilité du Soudan pour la sécurité régionale. Le dossier libanais a également occupé une place importante dans la politique régionale égyptienne en 2025. Face à la crise politique, économique et institutionnelle persistante au Liban, l'Égypte a réaffirmé son soutien à la souveraineté et à la stabilité du pays. Cette orientation africaine s'inscrit dans une vision globale visant à promouvoir un développement durable, à lutter contre l'extrémisme et à consolider la stabilité régionale. La sécurité de la mer Rouge a constitué un autre pilier majeur de la politique régionale égyptienne. Face aux menaces pesant sur la liberté de navigation et la sécurité maritime, l'Égypte a œuvré au renforcement de la coordination avec les pays riverains et les partenaires internationaux. La protection du canal de Suez et la garantie de la fluidité du commerce maritime mondial ont été au cœur des priorités dans un contexte de tensions régionales croissantes. À travers ces différents dossiers, l'Égypte a adopté une approche équilibrée, combinant diplomatie active, engagement humanitaire et coordination sécuritaire. Cette politique régionale cohérente a permis au Caire de s'affirmer en 2025 comme un acteur pivot de la stabilité régionale, un médiateur crédible dans les conflits et un partenaire clé dans la gestion des crises régionales. Toujours, nous, avant de continuer notre discussion, j'aimerais vous poser un autre reportage en ce qui concerne les différentes dimensions de notre diplomatie, de notre politique adoptée envers l'étranger. Tout au long de l'année 2025, les autorités égyptiennes ont poursuivi une stratégie cohérente visant à protéger les frontières de l'État et faire face aux menaces sécuritaires et renforcer la résilience nationale face aux évolutions rapides de l'environnement régional. Cette stratégie repose sur une coordination étroite entre les institutions sécuritaires, militaires et civiles, ainsi que sur une anticipation des risques potentiels. Sur le plan sécuritaire, l'Égypte a continué de renforcer le contrôle de ses frontières terrestres et maritimes, notamment dans les zones sensibles. Les efforts déployés ont permis de contenir les tentatives d'infiltration, de lutter contre les réseaux criminels transfrontaliers et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure. Cette vigilance accrue a contribué à maintenir la stabilité du pays malgré les tensions persistantes dans plusieurs régions voisines. Parallèlement, la lutte contre le terrorisme est demeurée un axe central de la politique de sécurité nationale. En 2025, l'Égypte a poursuivi ses opérations visant à démanteler les groupes extrémistes, à assécher leurs sources de financement et à empêcher leur réorganisation. Ces efforts ont été accompagnés d'une approche globale intégrant le développement, la sensibilisation et la consolidation de l'État de droit afin de traiter les causes profondes de l'extrémisme. Sur le plan régional, la diplomatie égyptienne a joué un rôle essentiel dans la protection de la sécurité nationale, en œuvrant à la désescalade des crises régionales et en participant activement aux efforts de médiation. L'Égypte a contribué à réduire les répercussions directes de ces conflits sur sa stabilité intérieure. Cette action diplomatique a permis de transformer la politique étrangère en un outil complémentaire de la sécurité nationale.
La sécurité économique a également constitué un pilier fondamental de l'approche égyptienne en 2025. Face aux pressions économiques mondiales, l'État a pris des mesures visant à garantir l'approvisionnement en produits stratégiques, à protéger les infrastructures vitales et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Ces actions ont renforcé la capacité du pays à faire face aux chocs extérieurs et à préserver la stabilité sociale. Dans le domaine de la sécurité maritime, l'Égypte a accordé une attention particulière à la protection de ses voies de navigation stratégiques, notamment le canal de Suez. Grâce à une coordination renforcée avec les partenaires régionaux et internationaux, le Caire a œuvré à garantir la liberté de navigation et la sécurité du commerce maritime, un enjeu crucial pour l'économie nationale et mondiale. Ainsi, en 2025, l'Égypte a démontré que la protection de la sécurité nationale repose sur une vision globale et intégrée, combinant fermeté sécuritaire, diplomatie active et renforcement des capacités nationales. Cette approche a permis de consolider la stabilité du pays et de renforcer sa position en tant qu'acteur régional responsable, capable de faire face aux défis complexes de son environnement stratégique. Donc l'Égypte, toujours, essaie de rejeter le fait accompli, essaie de ne pas s'ingérer dans les affaires des autres pays, et essaie de stabiliser toute la région africaine, notamment la mer Rouge et la Corne d'Afrique. L'Égypte ne renonce jamais à ses droits territoriaux ou quand même à ses droits dans l'eau de Nil. Comment vous avez vu ça? Bien sûr, ça c'est une position de principe de la politique étrangère de l'Égypte, mais aussi parlant du refus de fait accompli, il y a des limites quand le fait accompli se transforme en fait dans la réalité. Là, il faut bien sûr, quand je parlais de flexibilité, sans renoncer aux droits, il faut essayer de chercher le compromis pour arriver à une solution de gain mutuel entre les deux parties. Même parlant de l'eau du Nil, bien sûr, le barrage de la Renaissance en Éthiopie, il viole les accords entre l'Égypte et l'Éthiopie. Même pas, il y avait un accord entre l'Égypte et l'Éthiopie en 1993 que personne n'en parle, on n'en parle plus, à part les accords de l'eau du Nil de 59 et d'auparavant. Mais là, on a le fait accompli, que ce soit une conspiration internationale comme quelques-uns le croient, que ce soit les aspirations populistes, nationalistes de l'Éthiopie, mais il y a une exagération de la part de l'Éthiopie et aussi une réaction exagérée de la part d'Égypte. Parce que si on regarde la situation, les relations entre l'Égypte et l'Afrique, comme on disait tout à l'heure, sont des relations fraternelles. Quand il y a des intérêts communs, il faut essayer de chercher le compromis et ne jamais renoncer à chercher le compromis. Bien sûr, il faut tenir une position ferme quand il le faut, mais il faut continuer et ne jamais renoncer au compromis. À ne pas entrer dans une guerre de parole, dans une guerre de déclaration, et on essaie toujours de observer sur le terrain quels sont les actes. Mais justement, l'Égypte essaie toujours de donner le développement aux autres pays africains et de tendre la main de coopération au lieu de la main de conflit. Il y a de l'assistance humanitaire de l'Égypte à l'Éthiopie. Il y a Magdi Yacoub, il a construit un hôpital il y a quand même à travers le encouragement de la part de l'Égypte pour d'ailleurs que les compagnies égyptiennes se trouvent sur le marché éthiopien. Malheureusement, j'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer, mais j'aimerais bien sûr vous rencontrer dans d'autres épisodes. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci beaucoup notre ambassadeur Montaz Ahmadine, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Même chose à vous, merci chers téléspectateurs, et je dois vous laisser avec ce reportage concernant les grandes activités déployées par monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi au cours de ces derniers jours. Au revoir et à la prochaine.
Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. L'appel a porté sur les relations bilatérales étroites entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Le président el-Sisi s'entretient avec le président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général d'armée Abdel Fattah el-Burhan. Les entretiens ont lieu entre les délégations des deux pays portant sur les moyens de renforcer les relations bilatérales conformément aux aspirations des deux peuples à l'intégration et au développement mutuel. Le président el-Sisi s'entretient avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, en marge de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui se tient en Égypte. Le président el-Sisi reçoit les ministres et les présidents des délégations africaines ainsi que le représentant de la Commission de l'Union africaine et des groupements régionaux participant à la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui se tient en Égypte. Le président el-Sisi prononce un discours lors de sa rencontre avec les ministres et les chefs des délégations africaines, ainsi qu'avec le représentant de la Commission de l'Union africaine et des groupements régionaux dans le cadre de la deuxième conférence ministérielle du Forum du partenariat Russie-Afrique.